Au cours de la dernière décennie, il n'y eut personne à la WWE plus controversé, plus polarisant, plus discuté que Roman Reigns. Devenant d'un membre aimé du Shield à devenir la figure la plus détestée de l'entreprise même quand il ne devait pas l'être, à finalement devenir l'un des plus grands champions que la WWE n'ait jamais connu. Et maintenant, alors que son incroyable parcours en tant que champion universel indisputé de la compagnie est venu à son terme avec la victoire de Cody Rhodes à WrestleMania 40, on ne peut que se remémorer son run incroyable. Mais pour arriver et rester à une telle place dans la compagnie pendant plus de 3 ans, ça a été une très longue route chaotique pour le Big Dog, mais une route que les fans n'ont pas pu oublier. Vous l'aurez compris, je vous emmène aujourd'hui dans la carrière encore inachevée de Joe Anoa'i, notre chef tribal, j'ai nommé Roman Reigns. Acknowledge me! Joseph Anoa'i, connu sous le nom de Letty Joseph Joe Anoa'i, est né le 25 mai 1985 à Pensacola en Floride en tant que membre de la légendaire famille Anoa'i qui comprend également des noms comme les White Salmons, Yokozuna, Rikishi et bien sûr le Rock. Il semblait évident que le jeune homme, ou Joe, comme ses amis l'appelaient, se retrouverait dans le monde du catch. Mais ce n'était définitivement pas sa première passion. Au lieu de ça, il s'est beaucoup impliqué dans le football, jouant pour les équipes de son école à la fois à la Pensacola Catholic High School et à Escambia High School. Après avoir déménagé à l'université au Georgia Institute of Technology, il est devenu l'un des joueurs vedettes des Georgia Tech Yellow Jackets, montrant ses compétences sur le terrain, mais ce ne serait que le prélude à ce qui allait suivre. Il a ensuite intégré les grandes ligues, initialement non drafté lors de la draft NFL de 2007, mais plus tard sélectionné par les Minnesota Vikings puis les Jacksonville Jaguars. Malheureusement, ses séjours dans ces équipes se sont soldés par des échecs pour diverses raisons et il n'a finalement pas eu l'occasion de jouer sur le terrain. Il a cependant eu plus de chance lorsqu'il a passé à la Canadian Football League en 2008, signant avec les Edmonton Eskimos où il a joué une saison complète. Mais même avec des ambitions élevées, Joe n'était pas satisfait du niveau du succès qu'il trouvait dans le football. Il a donc décidé de prendre sa retraite à la fin de cette année-là, choisissant plutôt de se lancer dans l'entreprise familiale en commençant à s'entraîner au catch professionnel. En 2010, ses attributs physiques naturels et sa lignée familiale ont même contribué à lui ouvrir les portes de la WWE qu'il a signé pour un contrat de développement et l'a envoyé à la Florida Championship Wrestling pour acquérir de l'expérience. Là-bas, dans la FCW, Joe a été rebaptisé Licky et a fait ses débuts le 19 août 2010 dans une Battle Royale et à partir de là, il a fait quelques apparitions à la télévision avant de devenir son premier véritable programme en duo avec son partenaire de l'époque, Donnie Malraux, où ils ont défié Calvin Reid et Biggie Langston pour les championnats par équipe de la Floride de la FCW plus tard cette année-là. Bien que Roman ne soit pas parvenu à gagner cette nuit-là, il est resté un membre important du roster, clairement en train d'être préparé pour des choses plus importantes à l'avenir. En fait, dès janvier 2012, il a réussi à vaincre le champion poids lourd de Floride de la FCW Leo Kruger lors d'un match hors championnat, le consolidant davantage comme quelqu'un à surveiller. Après ça, il a affronté ses futurs coéquipiers du Shield, Dean Ambrose et Seth Rollins dans un match d'aspirant numéro 1 pour le titre de la FCW. Bien qu'il ait remporté ce match, il a finalement échoué à remporter le grand titre la semaine suivante, se contentant d'un deuxième règne avec les titres par équipe cette fois avec Mike Dalton. En parallèle, en coulisses, de grands changements se préparaient car la FCW allait être intégrée dans le nouveau système de développement de la WWE, NXT. Cela signifiait que tous les anciens de la FCW, y compris Licky, allaient passer à NXT en août 2012. C'est là qu'il a été rebaptisé Roman Reigns, un personnage cool et arrogant qui a fait ses débuts en battant CJ Parker le 31 octobre de cette année-là. Mais toute idée d'un long parcours au sein de sa nouvelle branche est interrompue lorsque Roman, maintenant avec un nouveau gimmick au niveau principal, a été choisi par la compagnie pour faire partie du Shield. Un groupe de figures de hors-la-loi qui ont commencé à envahir la compagnie à la fin de 2012 avec l'intention d'apporter la justice là où il n'y en avait pas. Cette invasion a commencé lors des Survivor Series où Reigns aux côtés de Ambrose et Rollins ont attaqué Ryback pendant le match principal entre CM Punk et Ryback, permettant au meilleur au monde de conserver son titre. Dans les semaines qui ont suivi, le Shield est devenu la force la plus dominante de la compagnie depuis des années et apportait en plus de ça de la fraîcheur au niveau storyline car la compagnie n'avait pas connu de clan aussi dominant depuis l'ère de l'évolution qui aura des conséquences sur leur futur. Nous ne pouvons pas sous-estimer à quel point ces trois hommes ont été parfaitement bookés entre la fin de 2012 et le printemps de 2014, nous faisant vivre de très belles rivalités comme celle avec Cody Rhodes et Goldust ou encore celle avec la Wyatt Family. Pendant cette période, la compagnie a réussi à faire de 3 superstars de véritables têtes d'affiche qui restent des figures principales jusqu'à aujourd'hui. Alors que pendant ces premières années, c'était Ambrose qui était présenté comme le leader du groupe, Vince McMahon voyait déjà en Reigns son prochain visage de la fédération. Vu sa relative inexpérience, il a soigneusement protégé en le mettant dans une série de matchs par équipe à 6 où il pouvait laisser ses coéquipiers les plus établis faire la majeure partie du travail et entrer à la fin pour effectuer les grosses manœuvres de force. En plus de ça, voyager avec Ambrose et Rollins s'est avéré être un excellent moyen d'aider Roman à se développer plus rapidement dû à leur passé sur la scène indépendante et les trois ont manifestement développé une relation fraternelle pendant cette période. C'était la manière parfaite de lancer le Big Dog et de le faire passer pour le dur ultime et dans ses premiers jours du Shield, il était cool et les fans du monde entier sont tombés amoureux de lui en tant qu'homme fort, détruisant tout sur son passage. Bien sûr, la course du Shield les a vus rester invaincus pendant leurs 6 premiers mois dans le roster et même après ça, les défaites étaient distribuées avec parcimonie alors qu'ils écrasaient Daniel Bryan, Kane, John Cena, Sheamus et Randy Orton.
Au pay-per-view Extreme Rules, Reigns et Rollins ont même réussi à devenir champions par équipe après avoir battu Team Hell No dans un match Tornado Tag associé à la victoire de Dean Ambrose pour le titre des États-Unis à peu près à la même période qui détient encore à ce jour le record de longévité. Ces victoires signifiaient que le groupe était auréolé de succès, ce qui ne faisait que les rendre encore plus dominants et en outre une nouvelle dimension sera ajoutée au groupe alors qu'ils commençaient à travailler pour la faction dominante de l'autorité, les aidant à essayer de se débarrasser des frères Rhodes, une situation qui a conduit à l'un des meilleurs matchs de la WWE de cette époque alors que Cody et Dustin parvenaient à battre Reigns et Rollins à Battleground. Malgré ce petit incident sur leur route, le Shield a poursuivi sa voie destructrice pour le reste de 2013. À l'aube de la nouvelle année, des signes de dissension sont apparus entre les trois pour la première fois, ce qui a été renforcé lors du Royal Rumble de 2014. Lorsque tous les trois sont entrés dans le match titulaire, Ambrose et Rollins ont été éliminés par Reigns et qui lui-même a éliminé 12 personnes cette nuit-là, battant ainsi le record précédent détenu par Kane depuis 2001. Bien qu'il n'ait pas remporté le Rumble lui-même, il a été le dernier éliminé par Batista, ce qui a suscité la consternation des fans et des participants qui avaient décidé de rejeter tout le show après avoir réalisé que Daniel Bryan ne serait pas dans le match, donnant une idée du soutien qu'il obtiendrait lors du même événement un an plus tard. A l'époque, c'était intéressant de voir à quel point les fans étaient à fond derrière Roman Reigns, mais du côté du Shield, les problèmes qu'il rencontrait ont continué pendant les mois suivants, bien que les plans à ce moment-là étaient en fait de les séparer. Mais voyant qu'ils n'avaient plus rien à faire, les trois hommes sont allés ensemble voir leur patron et ont proposé de rester ensemble pour le moment, ce qui a finalement été accepté. Leur unité maintenant assurée, le groupe est devenu face pour la première fois en mars de cette année-là, attaquant Kane et se dissociant de l'autorité. Ça les a amenés à battre Kane et les New Age Outlaws à WrestleMania 30, puis à rentrer en conflit avec l'Evolution, nouvellement reformée immédiatement après les deux équipes ayant eu quelques matchs classiques lors des pay-per-view Extreme Rules en mai et Payback en juin, avec le Shield remportant les deux, signifiant le passage de flambeau et la route tout tracée pour ses futures stars. A ce stade, avec la WWE prête à faire de Roman la nouvelle tête d'affiche, il est promu au poste de leader pour le Shield et agit souvent comme le porte-parole pendant les promos, se sentant généralement comme le noyau du groupe. Tout semblait aller pour le mieux pour les Hounds of Justice, mais le lendemain de Payback, Triple H vient confronter le Shield après avoir perdu Batista plus tôt dans la soirée qui quittait la WWE pour la seconde fois de sa carrière. Se trouvant désespéré après ce départ, The Game nous annonce qu'il faut toujours un plan B dans l'équation et ce plan B se manifestera par la trahison de Seth Rollins qui rejoint l'autorité plongeant les fans du monde entier dans un choc sismique. Après ça, Reigns et Ambrose restent alliés mais suivraient largement leur propre chemin alors que le premier cherchait sa vengeance contre Rollins et le second passait un programme avec Randy Orton qui a abouti à un match lors de SummerSlam de cette année-là et a vu Reigns remporter la victoire. Il était clair à ce moment-là que le Big Dog était en train d'être propulsé vers le sommet de la division des poids lourds et que cela n'avait pas échappé à l'attention des fans qui quelque part à cette époque commençaient à développer une animosité envers le nouveau visage préféré de la WWE. Le sentiment général était que même s'il avait beaucoup de potentiel, il était encore beaucoup trop inexpérimenté pour être au niveau où la compagnie le voyait, surtout étant donné la popularité de ses anciens coéquipiers du Shield, Ambrose et Rollins. De plus, il y avait aussi la perception que les fans se voyaient imposer leur nouveau héros plutôt que de pouvoir le choisir eux-mêmes, ce qui entraînait beaucoup de ressentiment. Le ressentiment des fans ne cessait de croître au fil des mois, la situation atteignant son paroxysme lors du Royal Rumble de 2015. Reigns était clairement booké pour remporter le match et défier le champion de la WWE de l'époque Brock Lesnar à WrestleMania, et les fans pouvaient le voir venir de loin. Les choses se sont encore aggravées lorsque Daniel Bryan, qui avait été absent la plupart de l'année précédente en raison d'une blessure, a annoncé son retour sur le ring juste à temps pour le grand événement. Ça a donné aux gens l'espoir que la WWE apprendrait de ses erreurs de l'année précédente et donnerait à Bryan la grande victoire au Royal Rumble. Bien sûr, cela ne s'est pas produit, le rejet de l'événement principal s'est avéré encore pire que celui de l'année précédente lorsque le leader du Yes Movement a été éliminé du match dès le début juste avant que Roman ne sorte bientôt, après sous une pluie de huées. Il était clair que la compagnie craignait que cela ne se produise et qu'elle avait même pris la peine de faire venir le cousin de Roman, The Rock, pour un caméo à la fin du match, espérant que cela le mettrait du côté du public. Mais même ça n'a pas fonctionné et après que le Big Dog a éliminé Rusev pour remporter le Rumble, The Rock a levé la main avec un air perplexe et confus alors que les acclamations pleuvaient sur les deux hommes. Un moment difficile pour Reigns qu'il avouera plus tard, lui qui ne se sentait pas à sa place en tant que face. Ce genre de rejet d'un visage de la compagnie était pratiquement inouï à la WWE. Même John Cena n'avait pas eu cette réaction alors que Vince McMahon se retrouvait avec un problème. Et dans les semaines précédant WrestleMania 31, il a fait de son mieux pour le résoudre en prenant une part personnelle à l'écriture des segments des promos de Reigns, ce qui a fait qu'aggraver les choses car celui-ci qui était autrefois un badass stoïque était maintenant écrit pour ressembler à un Cena bon marché, avec toutes les mauvaises blagues et les promos ringardes qui le faisaient ressembler à un geek absolu dans le processus. Arrivé à WrestleMania, la compagnie était toujours déterminée à maintenir le cap et prévoyait de faire de Reigns celui qui renverserait enfin la bête et remporterait le championnat de la WWE pour la première fois. Craignant alors une énorme réaction négative des fans lors de leur plus grand show de l'année, ils ont décidé à la dernière minute de faire un changement, faisant plutôt intervenir Seth Rollins pendant le match pour encaisser son contrat Money in the Bank et remporter le match. Cela a été accueilli avec beaucoup de colère par la famille Anoa'i, beaucoup d'entre eux étaient en coulisses cette nuit-là en attendant de voir leurs parents remporter le titre. Bien que cette décision ait permis aux fans de rentrer chez eux heureux et d'éviter à la compagnie une situation embarrassante, elle n'a pas beaucoup calmé le rejet des fans envers Roman qui ne faisait que s'aggraver au fil des mois suivants.
Même si les rivalités avec le Big Show et Bray Wyatt ont prouvé que le Big Dog s'améliorait de semaine en semaine sur le ring, il semblait que le sort était déjà jeté pour lui, et donc lorsqu'il a finalement remporté le titre de la compagnie lors d'un tournoi d'Union à Survivor Series en 2015 en battant son ancien coéquipier du Shield Dean Ambrose en finale, la foule a fait savoir à l'entreprise ce qu'elle pensait et que ce n'était finalement pas très bon. Anticipant à nouveau ça, la WWE a décidé d'essayer de susciter de la sympathie pour lui en faisant en sorte que son premier règne se termine après seulement 5 minutes lorsque Sheamus a encaissé son contrat Money in the Bank et a volé le titre. De là, même Vince est revenu en tant que personnage à l'écran alors qu'il ressuscitait son vieux gimmick maléfique de Mr. McMahon agissant comme un antagoniste envers Roman. Et cela a fonctionné pendant un petit moment au moins, car lorsque le Big Dog a épinglé Sheamus pour le titre lors de l'épisode de Raw, la foule en direct a applaudi le moment. Il semblait que l'entreprise avait enfin réussi à faire accepter son nouveau Big Guy en tant que visage de la compagnie. Malheureusement, ça s'est avéré être de courte durée, car lors du Royal Rumble suivant, les spectateurs le huaient à nouveau après un mauvais booking avant et pendant le match. Le plan pour combattre les huées cette fois-ci a vu la WWE mettre la ceinture sur Triple H sur l'espoir qu'il pourrait le faire apprécier de nouveau dans un match en 1 contre 1 à WrestleMania 32. Mais ça n'a pas fonctionné non plus. Lorsque l'ancien membre du Shield a terminé cette nuit-là en tenant le titre de la WWE, les fans ne voulaient rien savoir. Par la suite, le nouveau champion a continué à lutter contre les réactions des fans au cours des mois suivants, malgré avoir eu quelques bons matchs contre des gars comme Edge et Styles. Lorsque Seth Rollins est revenu de blessure prêt à être un méga babyface et attaquer Reigns à Payback, il semblait que le moment était enfin venu de tourner le Big Dog du côté des heels, mais Vince McMahon a décidé de continuer à se battre contre le public nous frustrant nous et l'homme qui subissait ses huées au quotidien. La compagnie a été forcée de lui retirer la ceinture cependant lorsqu'il a été frappé d'une suspension de 30 jours suite à une violation de la politique seulement un mois plus tard. Ça a ébranlé la confiance de Vince McMahon en lui en tant que top guy au point qu'à son retour il n'a pas été immédiatement replacé dans l'image principale. Au lieu de ça, il a perdu proprement contre le nouveau venu Finn Balor puis a passé une bonne partie du reste de l'année dans la mid-card en course pour le titre des États-Unis alors qu'il était en rivalité avec Rusev. Il était quelque peu de retour dans les bonnes grâces de la compagnie en défiant le champion universel de l'époque Kevin Owens pour le titre, mais ça s'est avéré être simplement un programme tampon conçu pour occuper Owens jusqu'à ce qu'il perde contre Goldberg quelques mois plus tard. Malgré tout, aussi hésitante que la WWE était de lui redonner le titre mondial et de faire face à une autre réaction négative des fans, il voulait clairement le maintenir en tant que visage de la fédération et lui donner un match à WrestleMania contre l'Undertaker, un match que Roman a même gagné, devenant seulement la deuxième personne à battre le Deadman. Malheureusement pour lui, le match était catastrophique avec un Undertaker sans véritable condition physique et lui faire battre l'Undertaker n'a fait qu'enrager les fans davantage qui ont continué à huer le Big Dog pendant 10 minutes le lendemain soir à Raw dans une tentative de l'empêcher de faire sa promo. Reculant encore légèrement, la WWE a maintenu Roman en tête d'affiche mais a tenté d'apaiser les spectateurs en le faisant perdre un certain nombre de matchs de haut niveau tout au long de l'année 2017 contre des adversaires comme Braun Strowman et Brock Lesnar. Puis à no merci, la compagnie a essayé de lui faire passer discrètement le flambeau en le faisant battre John Cena lors du show. Mais les fans l'ont encore eu mauvaise et il était clair maintenant qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire accepter Reigns aux fans, et c'était de reformer le Shield. En octobre de cette année-là, Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose sont revenus ensemble une fois de plus pour affronter le Mistourage, du moins c'était censé se passer jusqu'à ce qu'une malédiction semble s'abattre sur chaque réunion du Shield. Le natif de Floride a été retiré après avoir contracté les oreillons. Après ça, le Shield 2.0 s'est finalement réuni sur le ring, mais en janvier 2018, il était clair que la société se sentait à nouveau à l'aise de tout miser sur lui. Car à WrestleMania 34, il affrontait une fois de plus le champion universel Brock Lesnar dans ce qui était maintenant sa 4e tentative pour s'imposer comme le leader lors du grand événement de l'année. Mais cette nuit-là, à la surprise de beaucoup, Lesnar a conservé son titre après un changement de dernière minute de la part de Vince McMahon, craignant que le show ne se termine par des huées venant du public. Mais il était clair que ce n'était qu'une question de temps et le 19 août à SummerSlam, le Big Dog a finalement renversé la bête pour devenir champion pour la 4e fois de sa carrière. Il semblait que la WWE avait pris sa décision, que les fans l'acceptent ou non, Roman régnerait au sommet de la montagne pendant un certain temps. Toutefois, ce fut un choc pour tout le monde lorsque le 22 octobre de cette année-là, le champion est venu sur le ring et a annoncé au monde qu'il abandonnait la ceinture car elle avait été diagnostiquée avec une leucémie, une maladie qu'il avait frappé pour la première fois pendant ses jours de joueur de football et qui était maintenant tragiquement revenue. Instantanément, il est passé d'être la figure la plus détestée de l'industrie à la plus aimée alors que la vie réelle faisait irruption dans le monde de la WWE. Peu de temps après, les fans et les performeurs de toutes les fédérations de lutte ont exprimé leur vœu de rétablissement tandis que Reigns passait 4 mois loin de nos écrans se battant pour sa vie. Et le 25 février 2019, il est revenu sur le ring pour donner des nouvelles de son état, il était en rémission. Ça a évidemment été accueilli par une énorme ovation de la part du public en direct reconnaissant qu'il allait bien. Il semblait donc que, compte tenu des circonstances des derniers mois, Roman sera désormais un héros pour la vie et le public l'applaudissait en conséquence alors qu'il est retourné sur le ring pour affronter Drew McIntyre à WrestleMania 35. Ensuite, en avril, il a été transféré à SmackDown à plein temps où il a eu une querelle avec Shane McMahon pendant un certain temps. Malheureusement, cette querelle n'a pas été bien reçue, il n'a pas fallu longtemps avant que Reigns reçoive à nouveau des réactions désintéressées. Bien sûr, les fans ne lui huaient pas activement maintenant, mais il était clair qu'ils n'étaient toujours pas convaincus qu'il était le meilleur. Et donc, ils ont simplement choisi de ne pas applaudir en grande partie, il semblait que c'était le mieux que la WWE pouvait espérer, alors que Roman était clairement un interprète très talentueux et un gars charismatique lorsqu'il était autorisé à parler de sa propre voix.
L'équipe créative de la fédération ainsi que leur promo écrite l'avaient tellement affecté au fil des ans qu'il semblait qu'il était irrémédiablement endommagé en tant que babyface. Donc lorsque le Big Dog s'est retiré du match principal prévu contre Goldberg à WrestleMania 36 en raison de préoccupations concernant sa présence sur le ring pendant une pandémie mondiale compte tenu de son état immunocompromis, il a ensuite disparu de la télévision pendant les 5 mois suivants, choisissant de rester chez lui et de s'isoler pour sa santé. Il sera ni vu ni entendu jusqu'à SummerSlam où il a fait un retour surprise pendant le match pour le championnat universel, agissant d'une manière qui semblait presque être un heel. Et au fil des semaines, il a confirmé cela en s'alliant avec Paul Heyman et en devenant formellement un heel, donnant enfin aux fans ce qu'ils demandaient depuis plus d'une décennie. Et quelle excellente décision cela s'est avéré être, car pour la première fois, Reigns se sentait vraiment comme le meilleur alors qu'il se transformait en chef tribal, un personnage de type parrain qui dominait le ring chaque fois qu'il y était. Ensuite, il a rapidement reconquis le championnat universel qui était autrefois le sien et qu'il n'a jamais perdu. Suite à ça, il a eu l'une des meilleures rivalités de l'année avec son cousin Jey Uso et est resté le meilleur élément de la compagnie tout au long des derniers mois de 2020 et de 2021. C'était un retournement de situation remarquable pour quelqu'un que beaucoup pensaient trop terni pour réussir à ce stade, mais le voici prouvant à tous ceux qui avaient tort avec certains des meilleurs travaux de sa carrière. Il était tellement convaincant en tant que heel dominant et a su saisir l'opportunité d'être sans public pour nous montrer son plein potentiel et en apportant une bouffée d'air frais dans la compagnie qui en avait réellement besoin. Et lors du retour des fans, le Big Dog reçoit évidemment plus que quelques applaudissements. Mais avant le retour des fans, Roman Reigns entame un superbe programme avec Kevin Owens, l'achevant au pay-per-view TLC grâce à l'intervention de son cousin Jey Uso maintenant à ses côtés. Maintenant officiellement installé, le Big Dog était prêt à accueillir les fans pour leur retour dans les arènes pour le show de WrestleMania. Il parvient à bout de ses rivaux en remportant son match à 3 pour conserver son titre universel contre les légendes Edge et Daniel Bryan. Après cette incroyable victoire du chef de la tribu, il devait de nouveau arriver à bout de la superstar classée X, toujours en course pour son titre, réclamant son match en 1 contre 1 légal dû à sa victoire au Royal Rumble. Chose faite, après l'aide de Seth Rollins pour défaire Edge, notre champion sur place au milieu du ring demande le micro à son conseiller Paul Heyman et demande au monde entier de le reconnaître après sa victoire, et celle de ses cousins pour les titres de champion par équipe de SmackDown. Tout d'un coup, sous une émotion énorme, John Cena fait son retour après plus de 2 ans d'absence dans la compagnie pour venir confronter Roman Reigns, un choc énorme pour les fans qui ne pensaient pas le revoir en raison de ses nouvelles activités à Hollywood. Cette nouvelle rivalité et ce nouveau changement de statut pour Roman Reigns prouvent qu'il est un élément important de la compagnie et qu'il va devoir continuer à faire ses preuves contre les plus grands de notre histoire. Après des semaines de promos fantastiques avec un Reigns bien meilleur qu'en 2015, s'alliant presque au niveau de John Cena, finit par venir à bout du Marine lors de SummerSlam. Mais comme au pay-per-view précédent, Brock Lesnar fait également un retour inattendu après plus d'1 an d'absence pour lui aussi confronter le champion, une ambiance totalement différente pour lui qui était le premier client de son wise man Paul Heyman. Il y viendra à bout finalement par 2 fois avant que les deux rivaux prennent des chemins différents, Lesnar pourchassant le titre WWE de Bobby Lashley et Paul Heyman l'ayant trahi pour repartir avec son ancien poulain lors du main event du Royal Rumble, vont intervenir Reigns pour lui coûter le titre et reconnaître de nouveau son chef tribal, permettant ainsi à Lashley de redevenir champion. Mais restons assis car Lesnar prend place en 30e position pour remporter le Royal Rumble afin d'affronter Reigns sur la plus grande scène du monde. Au pay-per-view d'Elimination Chamber, Lesnar récupère son titre et de manière officielle, ce sera The Beast face The Big Dog à Dallas dans un Winner Takes All. Et après un match fantastique, Roman Reigns écrit l'histoire une nouvelle fois en devenant le champion universel incontesté de la fédération et se place dans les rangs des légendes. Mais ce pay-per-view est également marqué par le retour de Cody Rhodes qui fait son retour dans la compagnie après plus de 6 ans d'absence avec un personnage complètement réinventé et après avoir fondé sa propre compagnie pour finalement revenir à la maison et accomplir son destin dans ce qui n'était pas encore considéré comme l'un des plus grands moments de l'histoire du catch. Pop immense pour son retour qui a ému nombre d'entre nous cette année-là et qui a finalement défait l'incroyable Seth Rollins. Après ce match, il instaure sa dynastie avec ses cousins, devenant les champions par équipe unifiée de la compagnie et créant ainsi la Bloodline. Véritable clan des temps modernes, ils permettent à leur chef tribal de conserver son titre à chaque pay-per-view, ce qui commence à légèrement agacer les fans. Mais son règne reste tout aussi important et spectaculaire pour le monde du catch et finalement l'année suivante, Cody Rhodes remporte le Royal Rumble masculin pour aller affronter le Big Dog dans le but de finir son histoire et d'enfin toucher le titre que son père n'a jamais eu entre les mains. Toute une storyline est mise en place pour parler de ce sujet dans le but que Cody Rhodes finisse son histoire et remporte les titres pour lui et pour sa famille. Arrivé dans le main event de ce show dans un match incroyable, Cody Rhodes a la victoire à portée de main, mais Solo Sikoa, frère des Usos, intervient et permet à Reigns de conserver son titre. Victoire incompréhensible pour nous, les fans qui espérions voir du changement, mais en définitive c'était la bonne solution car Cody n'était pas encore prêt à devenir champion de la fédération. Alors pendant un an, le chef tribal continue sa domination, le plaçant réellement en tant que légende et nous offrant chaque semaine des performances incroyables en défendant son titre et en mettant en avant l'histoire de la Bloodline dans la compagnie. Puis finalement, la surprise générale, Cody Rhodes revient de blessure au Royal Rumble et finit par le remporter pour la 2e année consécutive afin d'aller confronter de nouveau Roman Reigns pour tenter une nouvelle fois de finir son histoire. Nous nous retrouvons de nouveau pour la 2e année consécutive avec la possibilité de revanche de Cody Rhodes sur son rival. Mais avant de prendre part à ce match, Cody devait remporter son premier match en nuit 1 avec Seth Rollins contre Roman Reigns et son cousin fraîchement revenu, The Rock. Après un match mémorable, les deux cousins finissent par remporter la victoire, le chef tribal affrontera le cauchemar américain dans un Bloodline Rules.
Le lendemain, c'est le moment de vérité pour Cody de possiblement finir son histoire. Les fans sont là pour le soutenir et croire en lui pour achever son destin. Retour de Brandi Rhodes pour nous faire pleurer, 2 entrées incroyables pour nos 2 rivaux, la cloche retentit et le match démarre. 15 minutes de bon match avant de lâcher les lestes et faire revenir nos vieilles légendes. D'abord John Cena suivi du Rock et finalement la musique du Shield avec Seth Rollins qui se prend un spear express pour sauver le Rock. La situation s'apaise mais d'un coup le gong du Deadman retentit, il est là et porte un chokeslam sur le final boss. Le ring est maintenant dégagé, Reigns a une chaise dans les mains et est prêt à mettre un terme au rêve du cauchemar américain. Mais de l'autre côté, Rollins se relève et le Big Dog revanchard de la trahison de Rollins 10 ans en arrière lui porte le même coup de chaise et laisse Cody récupérer afin de contrer son spear et porter 3 crossroads pour en terminer avec le chef tribal. Émotion dans toute l'arène et nous derrière nos écrans, Cody a réussi à finir son histoire et signer la fin d'un règne mémorable et historique de 1316 jours pour le Samoan. C'est la fin d'une ère pour notre champion où nous pouvons le voir en larmes dans les bras de Paul Heyman avant de quitter la scène. Mais qu'en est-il de son futur au sein de la WWE? Eh bien Triple H, maintenant à la tête de la compagnie, nous informe qu'il reviendra avec une storyline et nous en faire tourner la tête. J'ai hâte de voir ça et de retrouver un Roman Reigns vraiment aimé et apprécié pour son travail au sein de la fédération. Sur ses réseaux sociaux, l'ancien champion nous montre qu'il est en forme et qu'il est là pour créer une nouvelle ascension. À voir s'ils essaieront de le transformer en héros, ça reste à voir, mais quoi qu'il en soit, il semble qu'il ait enfin atteint son plein potentiel. Vince McMahon a su l'écouter et lui faire confiance pour ce changement d'attitude et nous pouvons remercier le maintenant Hall of Famer Paul Heyman de l'avoir convaincu de revenir en 2020 où Reigns pensait en avoir fini avec sa carrière. Ce que l'on sait, c'est qu'il est encore jeune et plein d'ambition et j'ai hâte de découvrir toutes les potentielles rivalités qui peuvent être écrites à son sujet dans le futur. Roman Reigns fait maintenant partie des légendes et à l'image d'un CM Punk, on ne le verra jamais autre part que devant nos yeux travaillant dans la meilleure compagnie de catch au monde, la WWE. Et voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si elle vous a plu et n'hésitez pas à laisser un grand j'aime, c'est très important pour la chaîne et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Vince et merci à tous.